La Terre présente une dynamique interne qui se traduit par des déformations, des séismes et du volcanisme. Ces structures et ces phénomènes géologiques mettent en évidence certaines caractéristiques de l'écorce terrestre. Le pli qui est visible ici montre que dans certaines conditions, l'écorce terrestre est déformable. Ces déformations sont aussi observables à plus grande échelle avec les chaînes de montagnes. Par ailleurs, les séismes sont des phénomènes géologiques qui mettent en évidence une autre caractéristique de l'écorce terrestre, qui peut dans un premier temps sembler contraire à la première et qui correspond aux propriétés rigides et cassantes. Enfin, le volcanisme met en évidence l'existence de processus géologiques qui ont lieu en profondeur et qui montrent que le globe terrestre n'a pas une structure homogène. La structure de la Terre se caractérise par différentes enveloppes internes. Dans cette séquence, nous allons montrer comment l'étude des ondes sismiques permet de comprendre l'organisation interne du globe. Un séisme correspond à la rupture de matériaux terrestres en profondeur qui va générer la production et la propagation d'ondes sismiques. C'est l'étude de la propagation de ces ondes sismiques qui va nous permettre d'appréhender la structure interne du globe. On va montrer dans un premier temps comment l'étude des variations de la vitesse de propagation des ondes sismiques S et P en profondeur nous permet d'identifier différentes enveloppes internes. On constate sur ce graphique que la vitesse des ondes sismiques varie de la surface terrestre jusqu'au centre de la Terre situé à 6370 km de profondeur. Parmi ces variations, certaines sont plus brutales et plus prononcées. Elles marquent l'existence à leur niveau de ce que l'on va appeler des discontinuités sismiques, correspondant à la limite entre deux enveloppes différentes. Ces discontinuités permettent de subdiviser le globe en différentes enveloppes majeures, comme la croûte, le manteau et le noyau. On constate par ailleurs qu'entre 2900 et 5400 km de profondeur, les ondes S disparaissent. Or, on sait que les ondes S ne sont pas capables de traverser les liquides, ce qui nous permet d'affirmer que le noyau externe est liquide, alors que le noyau interne est solide. Nous allons maintenant nous intéresser à une partie plus superficielle du globe, correspondant ici à une épaisseur de 300 km. L'augmentation brutale de la vitesse des ondes S vers 30 km de profondeur permet de mettre en évidence la discontinuité de Mohorovičić ou Moho, correspondant à la limite entre la croûte continentale et le manteau. Vers 150 km de profondeur, on constate que la vitesse de propagation des ondes sismiques diminue temporairement, ce qui met en évidence l'existence d'une nouvelle limite, qualifiée de LVZ pour Low Velocity Zone, correspondant à la zone de moindre vitesse des ondes sismiques. On en déduit qu'à ce niveau, si les ondes ralentissent, c'est que le matériau est plus mou, c'est-à-dire plus ductile. Il s'agit du manteau supérieur asténosphérique. On peut donc subdiviser la partie superficielle du globe en deux entités très importantes. La lithosphère qui est rigide et cassante et qui est constituée de la croûte et du manteau supérieur lithosphérique, et de l'asténosphère constituée d'un manteau asténosphérique plus ductile. C'est cette dualité entre la lithosphère et l'asténosphère qui permet la dynamique des plaques. L'organisation sous les océans est la même, à l'exception de l'épaisseur de la croûte océanique qui est plus faible que celle de la croûte continentale. On peut noter que la LVZ correspond à toute la zone dans laquelle les ondes sismiques ralentissent. Pour des questions de commodité sur le schéma, on a l'habitude de la simplifier à un trait séparant la lithosphère de l'asténosphère. Nous allons montrer maintenant que ce que l'on appelle la zone d'ombre sismique permet de mettre en évidence le noyau terrestre. Lorsqu'un séisme survient à un endroit du monde, toutes les stations sismiques qui sont disposées à la surface de la Terre enregistrent les ondes sismiques qui se sont propagées à l'intérieur du globe, sauf les stations qui se situent entre 105 et 140 degrés d'angle par rapport au lieu du séisme. C'est ce que l'on appelle la zone d'ombre sismique. On peut expliquer cela par l'étude d'un modèle analogique. On dispose dans une grande boîte circulaire une boîte plus petite pour modéliser le noyau, et on remplit chaque boîte avec des liquides aux propriétés différentes afin de reproduire une différence de milieu de propagation des ondes. Ensuite, on projette sur le bord de la boîte un rayon laser pour étudier la propagation de l'onde et son comportement à l'approche du noyau. On constate qu'au contact du noyau, l'onde est réfractée et se projette plus loin, ce qui explique l'existence d'une zone sans onde, correspondant à la zone d'ombre sismique.
modèle analogique nous montre aussi comment la zone d'ombre sismique permet de démontrer l'existence du noyau externe et du noyau interne. L'onde P qui ne touche pas le noyau a un trajet direct. Au contact du noyau, l'onde P est réfractée dans le noyau en onde PK, qui en sortant du noyau est à nouveau réfractée en onde PKP, ce qui est à l'origine d'une zone d'ombre sismique. On peut aussi noter qu'au contact du noyau interne, l'onde PK est de nouveau réfractée en onde PKI. Au sortir de ce noyau interne, l'onde PKI se réfracte à nouveau en onde PKIK, puis en onde PKIKP en sortant du noyau externe. Nous allons montrer maintenant qu'il est possible d'utiliser la vitesse des ondes sismiques pour déterminer la composition de certaines enveloppes internes de la Terre, en l'occurrence la croûte et le manteau. La composition du noyau est déterminée par d'autres méthodes. On connaît la vitesse des ondes sismiques selon la profondeur, ce qui a été vu dans l'activité précédente. On cherche à montrer la relation qui existe entre la vitesse d'une onde et la nature du matériau traversé. Il est possible de déterminer en laboratoire la vitesse de propagation d'une onde dans différents matériaux. On place deux capteurs d'onde aux deux extrémités d'une barre de roche, par exemple du granit, du basalte ou de la péridotite. On génère à l'une des extrémités des ondes de type sismique et grâce à un dispositif d'enregistrement, on mesure le temps de propagation le long de la distance séparant ces deux capteurs, ce qui nous permet de calculer la vitesse de propagation selon la formule V égale D sur T. On obtient les résultats suivants. On sait que dans la croûte continentale, la vitesse de propagation des ondes est de 5,3 km/s, ce qui correspond à la vitesse de propagation trouvée expérimentalement dans le granit. On peut donc en conclure que la croûte continentale est constituée majoritairement de roches apparentées au granit et granitoïdes. De la même manière, on sait que la vitesse de propagation des ondes dans la croûte océanique est de 6,5 km/s, ce qui correspond au basalte et au gabbro. Enfin, le manteau est constitué de péridotite. On peut alors proposer un modèle de structure interne du globe. Pour terminer, nous allons aborder une étude bathymétrique du mot, c'est-à-dire ses variations de profondeur. La carte bathymétrique du mot met en évidence une variation de la profondeur du mot en France. Si en moyenne le mot a une profondeur de 30 km, on constate à certains endroits, en particulier dans les chaînes de montagne, que le mot est beaucoup plus profond, jusqu'à 50 km, c'est-à-dire que la croûte continentale à cet endroit est plus épaisse. On peut réaliser ce que l'on appelle un profil bathymétrique du mot. Pour cela, on repère sur la carte les différentes courbes isobètes qui correspondent à des courbes de même profondeur du mot. On trace sur la carte un trait le long duquel on souhaite étudier les variations de la profondeur de ce mot. On repère tous les isobètes qui coupent notre trait. On place ensuite une feuille de papier millimétré pour repérer la profondeur du mot au niveau de chaque isobète, puis on réalise nos différents relevés. Une autre méthode consiste à recourir à la technique de sismique réflexion ou de sismique réfraction pour étudier la profondeur de certaines limites qui nous intéressent, en particulier le mot. Même si les techniques sont sensiblement différentes, le principe reste le même. La technique de sismique réflexion est plus adaptée aux réflecteurs sismiques plus superficiels et la sismique réfraction pour des profondeurs plus importantes. Le principe est le suivant. Un dispositif adapté génère un train d'ondes sismiques. Lorsque ces ondes vont rencontrer une discontinuité sismique, elles vont être réfractées ou réfléchies et regagner la surface. L'étude de ce trajet de l'onde va permettre de déterminer la profondeur précise du mot. On considère ici un exemple simplifié de cette technique. Notre objectif est de déterminer la profondeur du mot, c'est-à-dire la profondeur GH.
soit T le temps mis par l'onde PMP pour parcourir la distance FHS à la vitesse VP. On note que cette onde PMP passe par le mot, soit GH la profondeur de ce mot. D'après le théorème de Pythagore, dans le triangle GHS, qui est rectangle en G, on a HS au carré est égal à GH carré plus JS carré, soit GH carré est égal à HS carré moins GS carré. Or, HS est égal à VP fois T sur 2. On a donc JH qui est égal à la racine carrée de VP fois T sur 2 au carré moins GS au carré. En guise de conclusion, on peut montrer que la répartition bimodale des altitudes sur Terre, correspondant au continent marqué par une altitude plus élevée et au plancher océanique marqué par une altitude plus faible, reflète un contraste géologique. Une croûte continentale plus épaisse, en moyenne 30 km, et une croûte océanique moins épaisse, en moyenne 15 km.